Frédéric François est avec nous. Bonsoir à vous, bonsoir à vous. Bonsoir à vous toutes qui nous regardez. Et merci d'être avec nous. Fredo, c'est comme ça que vous appelez vos fans? Voilà, les femmes m'appellent Fredo, oui. Les femmes ou les fans? Les fans, femmes. Oui, c'est vrai que les deux sont forcément Voilà, mais je associés, crois hein, que voilà, Fredo, c'est l'affectif en fait. Hein. Ouais. C'est important. Mais oui, votre nom de naissance est Francesco Baraccato. Francesco Baraccato. C'est plus joli quand c'est prononcé avec un bel accent italien. Vous avez choisi Frédéric en hommage à Chopin, je crois. Oui, j'avais 19 ans, voilà, mon père rêvait que je devienne chanteur et puis un jour, comme dans un film hollywoodien, dans la cité où on habitait, il y a une voiture décapotable rouge qui s'amène, sort un impresario, vient frapper à la porte de mon père et dit voilà, je suis producteur de disques, je voudrais enregistrer votre fils. Et donc voilà, puis on a dû parler du nom. Je dis voilà, je m'appelle Francesco Baraccato. Il m'a dit Baraccato, Baraccato, c'est un nom qu'on ne retiendra jamais. Je dis écoutez, je vais garder mon prénom qui est François et je vais mettre un pseudonyme, Frédéric François. Inconsciemment, parce que j'étais au conservatoire et à mon avis, Frédéric François Chopin tournait dans ma tête. Baraccato, ça a une signification en italien? Oui, baracat, peut-être pas en italien, mais dans une autre langue, que Dieu te garde et te protège. La chance. Ah bah, ça vous La réussit. baraka. Ouais, Oui. bah, ça vous réussit plutôt bien d'ailleurs. Bah oui. ce nom. Alors Fredo est donc avec nous sur le plateau. Qu'est-ce qu'on est content avec ce 38e album? À 38e album. 38e, La Oui. liberté d'aimer. Vous serez en tout cas, on vous le souhaite, en tournée partout en France, en Belgique, en Suisse. C'est à partir du mois de mai. On l'espère. Oui, vous croisez bien les doigts. Et jusqu'à la fin de l'année, il y aura aussi un passage à l'Olympia, qui est une salle qui vous est chère. On en reparlera dans quelques instants. Frédéric François, en 2021, bah, c'est comme au début. C'est toujours l'amour. Regardez. Aimer, la liberté d'aimer, rien ne doit nous l'apprendre, il faut qu'on la défende. Vous n'avez pas changé d'un iota. Vous ne changez pas. Oh, alors disons quoi, il vieillit bien, hein, à la grâce de Dieu, comme je dis tout le temps. Voilà, je suis bien dans ma peau, je suis quelqu'un de très positif et donc sûrement que l'esprit agit sur mon corps. Pourquoi être bien dans sa peau? Pourquoi est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau? Ça a toujours été le cas? Ben, l'amour, heureux, voilà, je réussis ma vie privée, je réussis ma vie professionnelle, je suis bien, je sais pas, je suis très positif, voilà, on est Vous êtes tous le en bonne... deuxième Belge qu'on reçoit cette semaine et ils pètent le feu, les Belges. C'est incroyable. Eric Emmanuel Schmitt. Eric Ah oui, Schmitt, oui, lui, qui c'est vit à incroyable. Lui, Bruxelles. c'est Il a une boule force de la d'énergie, nature lui. comme vous. Hein. Oui. Alors vous parlez de l'amour qui dure, parce qu'en 2021, donc c'est vos 50 ans de carrière, vos 50 ans de mariage aussi. Oui, 50 ans de mariage. Oui, ça a vite passé. Il y en a qui disent, oui, d'accord, mais t'as été absent pendant 30 ans. Les mauvaises langues. Non, voilà, 50 ans de mariage. Je me suis marié très jeune, en fait. Vous aviez 20 ans? De 20 ans, oui. Ça a été le coup de foudre. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé avec Monique. Alors, moi, j'allais au conservatoire. Et donc, j'avais pris des cours de déclamation, des cours de diction, des cours d'art dramatique, musique, violon, enfin, tous les cours. Et le matin, j'étais sur un petit muret en face de chez moi, dans une cité, c'était une cité près des Charbonnages. Et je connaissais, bien sûr, Monique, appelons-la comme ça pour le moment, hein, Monique, qui, elle, il y avait 12 enfants chez elle, et donc elle travaillait depuis déjà quelque temps, et elle, voilà, elle frottait les vitres, elle nettoyait par terre, et puis d'un coup, cette fille vient vers moi. Je vous jure, c'est la première fois qu'une fille s'intéressait à moi. Jamais, j'étais tellement timide, jamais personne. Et donc j'étais avec ma guitare et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, voilà, je compose des chansons, j'espère un jour faire un disque, fais-moi écouter une chanson. Je fais écouter et elle me dit, oh, attends, mais tu dois absolument faire des disques, tu vas réussir. En fait, c'est quelqu'un qui m'a tellement encouragé, c'était la première femme qui croyait en moi et qui m'a encouragé. C'était votre impresario, un coup de foudre. Oui, voilà, mais sauf que le lendemain, elle m'a invité dans un dancing près de chez moi. Ouais. Et j'ai dit, voilà, il faudra que je bataille avec ma mère pour avoir de l'argent parce qu'il y avait beaucoup d'enfants à la maison et je ne sortais pas. Donc j'ai bataillé, j'ai eu cet argent. Et donc j'ai pu payer un verre au moins à ma future femme. Et voilà, nous avons dansé sur Strangers in the Night de Sinatra. Voilà, premier baiser volé, premier frisson.
Les premiers coups de foudre. Ce qui est fou, c'est que vous avez été dragué par votre femme, enfin on peut dire ça. Vaut mieux dire ça. Et non mais ça a dû annoncer le début d'une longue série parce que vous avez démarré, vous étiez, enfin moi je me souviens, je suis de la génération Frédéric François, c'est-à-dire que votre premier énorme tube, c'est-à-dire Chicago, moi j'avais 7-8 ans, je l'ai entendu à la radio au moment où c'était, il y avait Frédéric François partout. Les enfants m'appelaient Chicago. Et il faisait la couverture de tous les magazines, qu'on disait magazine à Minette, elles étaient folles de les lui. chanteurs à Minette. Mais nous étions les chanteurs Et on a dû à vous Minette. draguer Oui. toute votre vie, c'était ça ma question. C'était quoi votre question? Est-ce qu'on vous a dragué toute votre vie? Oui, Les j'espère femmes aujourd'hui. vous ont couru après Aujourd'hui, pendant on- 50 ans. Non, mais ma femme me dit, voilà, quelle chance tu as, c'est magnifique que tu sois entouré que de femmes. C'est un bonheur. Il n'y a pas eu de jalousie. Bah, je pense que la confiance est très importante entre un couple. Et voilà, on a eu des enfants très tôt. Hein. Vous avez 4 enfants, Voilà. 6 petits-enfants. Un enfant, un succès. Un enfant, un succès. Un enfant, un succès. Et donc, voilà, on a formé une famille très vite. Oui. Voilà, elle m'a tellement encouragé, elle m'a porté bonheur et tout. Et voilà, on est toujours restés très soudés, quoi. Le jour de, enfin l'année en tout cas de votre mariage, c'est l'année où vous composez Je n'ai jamais aimé comme je t'aime. Oui. On l'écoute parce que Je n'ai jamais aimé Oui, c'était il y a très loin, ça. comme je t'aime aujourd'hui. Et Les années 70. ouais, on est en 71 à ce moment-là. Mais c'est à votre femme que vous adressez cette chanson, j'imagine. Oui, voilà. En fait... En même temps, c'est que des chansons d'amour. Oui, ce sont que des chansons d'amour. J'avais dit à l'impresario qui, lui, essayait de rentabiliser, bien sûr, parce qu'il misait sur chaque disque. On vendait 1000 disques, 2000, 3000, 4000. Et puis un jour, je lui dis, écoutez, laissez-moi écrire mes chansons. Et les paroles vont être faites par un Napolitain, qui était Marino Atria, mon ami. Et on va chanter des chansons d'amour qui vont prendre le cœur, comme le font les Napolitains. Et voilà, et on a fait Je n'ai jamais aimé comme je t'aime. 13 semaines numéro 1 dans un hit parade c'était qui énorme. s'appelait Formule J, Formule Jeunesse. Il n'y avait que des Anglais. Moi, j'étais le seul Français. Et le nord de la France traversait la frontière pour venir acheter ce disque. Et voilà comment tout a démarré. Et j'avais répété la chanson dans mon garage, dans un garage. Et donc, Mais oui, c'est ça qui est génial, c'est tout le temps de rire. et voilà, on est parti au studio. J'ai chanté 2-3 fois. Et puis il dit voilà, c'est bon. Je dis est-ce que je peux encore chanter une fois? Non, non, c'est bon. Et comment est-ce que vous expliquez que ça ait tout de suite fonctionné entre vous et ce public féminin? C'est votre physique, c'est votre voix, c'est le thème de vos chansons, Du charisme. le charisme. À mon avis, c'est un tout. D'abord, c'est le thème des chansons, qui est des chansons d'amour qui s'adressent bien sûr aux hommes et aux femmes, où les gens, voilà, voudraient vivre cette histoire, ils veulent entendre ces paroles-là. Ça, c'est la première des choses. Puis il y a la musique, et puis il y a sûrement cette voix aiguë qui a peut-être, je sais pas. C'est la constance aussi, parce que finalement, Frédéric François, il est un peu comme Arlette Laguillet, il n'a pas changé. Non mais c'est vrai, je le c'est dis, vrai, c'est pas du tout péjoratif. Mais c'est un excellent Arlette exemple. Laguillet, elle Oui. s'est présentée chez nous, je sais pas, 4-5 fois à l'élection présidentielle. Elle vieillissait pas, elle disait toujours la même chose. Quand je dis qu'elle disait toujours la même chose, elle était constante. Et j'ai l'impression qu'en fait, au bout de 50 ans de carrière, des gens qui se moquaient un peu de vous il y a 30 ans, qui disaient c'est un chanteur à minette, aujourd'hui ils disent mais ce gars-là c'est un patrimoine. Et il est toujours là alors qu'il y a plein de gens qui ont été hyper branchés et qui sont tombés dans le Et trou aux qui sont devenus oubliettes. has-been. Vous imaginez toutes ces chansons qui sont des points de repère pour tous ces gens. Elles se transmettent de génération en génération. Vous le ressentez dans votre les public? Oui, moi je suis près des fans. Et donc je les entends parler. Waouh, mais ça touche le cœur. On se dit, mais c'est incroyable ce que les chansons ont pu leur apporter comme bonheur. C'est des points de repère, je sais pas, peut-être des communions, peut-être des baptêmes. Ils se sont peut-être rencontrés, sûrement. Si elles pouvaient parler, les chansons, elles en diraient beaucoup. Et donc, voilà, donc... Aujourd'hui, j'ai fait une émission et la première fille que j'ai rencontrée, elle me dit « Regardez, ma maman qui danse sur une de vos chansons. Vous pouvez me faire une dédicace pour elle, elle va être la plus heureuse. » Ben voilà. Mais je peux vous J'apporte assurer- du bonheur, en fait, tout Oui, c'est simplement. vrai, mais je peux vous assurer que depuis qu'on sait que vous allez venir, on On en parle tous les jours. On en parle tous les jours entre nous. Quand est-ce qu'il vient? Et tout le monde Je t'aime, reprend, je t'aime, Alors, à l'italienne. on y va tous ensemble. Et C'est très- Je t'aime à l'italienne.
Je t'aime à l'italienne. Il y a quelque chose dans la façon dont vous savourez ce bonheur et dont vous le cultivez. Est-ce que c'est aussi lié aux origines très modestes, au parcours de votre père, à cette arrivée dans cette région minière en Belgique, et aussi à un mystère qui est les origines italiennes qui, pour les Italo-Belges, c'est quelque chose qui reste. Alors qu'on ne parle pas d'Italo-français, c'est assez rare, ils sont totalement assimilés. Chez les Belges, les Italiens, les gens d'origine italienne, il y a quelque chose de chevillé au corps comme ça. Moi, je dirais que voilà, je suis admiratif de mon père, j'en parle souvent. C'est une vie hors du commun. C'est des gens qui, voilà, ma mère me disait, papa travaillait dans la mine de soufre en Sicile et à la fin de la semaine, on avait de quoi acheter 1 kilo de pain. Et donc voilà, ils ont émigré, ils ont essayé de retrouver leur dignité. Et donc moi, j'ai grandi d'abord dans les camps, dans un camp, imaginez, dans un camp. Dans un camp de prisonniers allemands, hein, c'est voilà, ça. la première maison que j'ai connue, c'était le camp. Et Comme puis, les pieds noirs en France quand ils sont arrivés d'Algérie. voilà. Et puis, une petite maison de la mine, un papa chanteur qui chantait tout le temps, des chansons d'amour. Le dimanche, ma mère préparait les spaghettis, elle venait chanter un petit refrain et tout ça. Et donc, j'ai vécu dans ce milieu-là. Je sais dans quelle famille j'évoluais. Il y avait rien, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de télévision. Mon père était cordonnier, il était coiffeur, mon père. Ma mère, couturière. Voilà, on prenait des vêtements un peu là où on pouvait les acheter chez des copains. Et voilà, chacun à son tour. Moi, j'avais le pantalon de mon frère, mon petit frère avait mon pantalon. Et voilà, je sais où j'ai grandi. Et donc... Vous n'avez pas changé? Vous avez le sentiment d'avoir changé ou pas? Est-ce que vous êtes embourgeoisé, etc. Alors, ou est-ce que vous êtes le même gamin qui chantait avec sa guitare sur son muret? Pas du tout. Avec la même conviction, avec le même amour, avec la même force, avec la même foi, avec le même cœur quand j'écris une chanson et quand je vais chanter, comme si j'étais encore, je sais pas moi, comme si j'avais 10 ans et que je chante encore sur la table du café du passage à niveau, quoi. Et c'est probablement pour ça que les fans ne se trompent pas et sont toujours aussi présents d'ailleurs. Je voudrais qu'on revienne sur ce petit village de l'Ercara Fridi, c'est ça? Oui. Donc en Sicile, qui est un village quand même particulier parce qu'il y a vous, mais il y a eu aussi la famille Sinatra. Oui, bien sûr. Vous avez évoqué Frank Sinatra tout à l'heure. Oui, mais il me suit partout. Mais c'est incroyable, c'est exactement le même village. Oui, voilà, moi je suis né via N, au numéro 116, et le père de Frank Sinatra et le grand-père de Frank Sinatra, voilà, ils sont nés via Gabriel, qui est voilà, à 500 mètres de chez moi. Et donc voilà, on a été baptisés dans la même église. Le grand-père s'est marié dans la même église. Et donc nous sommes deux à avoir une plaque commémorative, moi sur la façade de ma maison et Frank Sinatra sur la façade de la petite maison qui est toujours là, en ruine, mais elle est toujours là. Et vous avez inondé le monde de votre chanson. Il y a un troisième personnage, plus sulfureux, on va dire, qui vient du village. Ah oui, vous avez lu... c'est Lucky Luciano, oui, vous qui est êtes quand allé même sur le parrain ancestral de la mafia. Oui, vous êtes allé sur le site de l'Ercara. Oui, bien sûr, eux, ils mettent, il y a 3 personnalités, mais c'est vrai. Voilà, Salvatore Lucani. D'ailleurs, mon cousin était fiancé avec une des petites filles de Lucani. Et donc, c'est vrai que voilà, c'était le boss des boss. C'est lui qui a inventé la Cosa Nostra en Amérique. Oui, oui, et l'Ercara, c'est juste à côté de Corleone, hein. Enfin, pour qu'on se... J'habite juste à côté de Corleone. Oui, c'est ça, donc on est vraiment au cœur... Ah oui, on est au cœur. Mais vous parliez de Sinatra, avec Isabelle Sinatra, qui est aussi connue pour des liens avec la mafia. Quand est-ce que vous révélerez vos liens avec la mafia? Ils se sont manifestés ou pas? Dites-nous. Est-ce que vous avez des gens qui ont tapé à votre porte en disant le village, etc. Est-ce que dans ces 50 ans passés en Belgique... Déjà, vous faites la Corse? Ouais, la mafia s'est rappelée à vous? Je pense pas qu'elle s'attaque aux chanteurs. Je pense pas. C'est pas leur truc, en fait. Ce sont des gens qui font du business, mais c'est un business en dehors de la chanson et tout ça. Bon, est-ce qu'elle existe vraiment? Oui, sûrement. Parce que dans Le Parrain, il dit « Viens chanter au mariage de ma fille ». Il le dit au chanteur. Oui, c'est une transaction. Oui, mais c'est normal. Ouais. Parce que il y avait le parrain. C'est-à-dire que le parrain de Sinatra. Et donc, il s'est occupé de lui pour le promouvoir dans les radios, dans les théâtres. Vous n'avez pas un parrain qui vous a dit « il faut chanter au mariage de ma fille ». J'ai déjà chanté dans plein de mariages. Et on n'en saura pas plus visiblement. En tout cas, parmi vos secrets de jouvence, David voulait vous poser la question tout à l'heure en début d'émission, mais quel est son secret à Frédéric François? Vous avez dit, bon, l'amour et les pâtes.
Et vous avez une super recette pour les pâtes, apparemment, notamment les spaghettis. C'est vous qui les faites à la maison ou c'est votre femme? Alors écoutez, pendant ce confinement, je me suis mis en cuisine à préparer les pâtes avec ma femme. Comme beaucoup. Voilà, nous sommes deux. Et donc, voilà, je mets la table où elle prépare les spaghettis. Mais quand arrive le moment de décider de la cuisson, c'est moi. Il n'y a rien à faire. Elle m'appelle et... Mais alors, quel est le secret pour des bonnes pâtes? C'est al dente, forcément? Al dente, absolument. Absolument. Alors moi, il y a des marques de pâtes qui disent, voilà, la cuisson, 6 minutes, 4 minutes, 3 minutes. Moi, je n'en tiens pas compte. Je remue les spaghettis et quand je vois que je les goûte, et je dis à ma femme, allez, encore 30 secondes, et puis c'est bon. Mais vous les faites cuire dans l'eau et ensuite dans la sauce? Ou vous les faites cuire que dans l'eau et ensuite vous rajoutez la sauce? Pour qu'ensuite ça nappe bien. D'abord, dans l'eau. Ça, il n'y a rien à faire. Ouais. Les spaghettis, on les fait dans l'eau, avec du sel, et voilà. Et après, quand les spaghettis, la sauce se fait à part, voilà, il y en a qui les font revenir à la poêle, et ils mettent des spaghettis avec la sauce. Moi pas, je fais une petite sauce, que ce soit napolitaine ou bolognaise, à part, et puis c'est parsemé sur les spaghettis. Je veux que le look du spaghetti soit extraordinaire. Il y a une délicatesse dans la façon dont vous parlez de la Je cuisine. veux que les spaghettis Vous êtes en soient... train de dresser l'assiette. Oui, vous êtes un fin gastronome, en tout cas. Voilà. Et puis avec le petit parmesan dessus, Ah oui. voilà, ça doit être... Et en entrée? En entrée, pas en primi plat de piatti. résistance. Ah ben moi je mange des spaghettis tous les jours. C'est C'est peut-être ça le secret. Et comment vous faites pour garder la ligne? Parce t'avais qu'on arrêté dit que le les pâtes... gluten. Enfin, moi, si je mange des pâtes tous les jours, j'explose. C'est vrai? Ouais, vous faites du sport. Enfin, je veux dire, le gala, etc., ça entretient. Vous avez une préparation Oui, je fais un peu de chanteur. sport, quoi. voilà. Est-ce que les spaghettis, il faut vraiment grossir? Non, moi je les mange en fait à toutes les sauces. Imaginez l'été avec des petits dés de tomates, avec des olives, alia et olio, un peu d'ail, un peu d'huile, un peu de peperoncino. Voilà, toutes les sauces et tous les jours on se régale. Mais il n'y a pas besoin de faire un plat énorme. On fait un tout petit plat. Waouh! C'est toute la saveur de l'Italie sur notre plateau. Ouais. On va passer quand même des pâtes à la chanson, si vous voulez bien. On va Si vous revenir voulez bien, quand même à la oui. chanson. Mais écoutez, tiens, un petit peu Via Italia, puisque c'est votre amour de l'Italie dans cette... Via Italia, Il y a très longtemps ça. les souvenirs se promènent. 80. Via Italia, auprès d'une villa ancienne. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu effectivement plusieurs périodes, c'est ce que David disait, et vous avez toujours résisté, même si ça n'a pas été facile. Il y a eu l'arrivée du disco à un moment. Je crois que vous avez traversé une période plus difficile. Oui, j'étais balayé comme tous les chanteurs. Balayé complètement par cette vague Balayé du disco. comme Et tous là- les chanteurs des années 70. Et là, c'est une disquaire au Luxembourg qui vous a remis le pied à l'étrier, je crois. Oui, en fait, moi je dis tout le temps, on dirait que quelqu'un me protège. Et donc tout le monde a été balayé. Et un jour, je fais une émission italienne au Luxembourg. Et bien sûr, je suis devant une vitrine où il y a des disques. Et par, voilà, nostalgie, je regarde tous ces disques. Et il y a une jeune fille qui était vendeuse là-bas, qui sort et qui vient me trouver et qui me dit Ah, j'adore vos chansons. Vous devriez chanter cette chanson-là. Je vous parle de... Nous sommes en 81. Mais depuis 78, c'était fini. La Présario était partie, tout le monde était parti, les spectacles s'annulaient. Ça a dû être terrible pour vous. Oui, j'ai sombré dans une spasmophilie, mais alors là, incroyable. Bon, mais ça, Et je votre passe. femme, elle, est restée. Ah, ma femme n'est pas partie, jamais. Eh oui. Jamais. Et alors, cette fille sort de ce magasin, elle me dit, vous devriez chanter cette chanson-là. Et moi, je dis, Fredo, achète-lui le disque. C'est un disque allemand. J'ai rien compris, j'ai écouté ce disque allemand. Je me dis, voilà, fais-lui plaisir, achète-le. Donc j'ai acheté ce disque, je suis rentré à la maison, j'ai écouté ce disque une dizaine de fois. Waouh! Et j'attrape le frisson, vraiment. Je téléphone à Michel Jourdan qui me dit, oui. En fait, j'arrive à le convaincre. La maison de disques en Allemagne me dit, non, on ne donne pas d'autorisation. Et moi, j'enregistre quand même la chanson et j'envoie le disque en Allemagne en disant, voilà, vous m'avez dit non, mais moi, je veux absolument le chanter. Et ce disque arrive avec la création des radios libres en 81, où toutes ces fans ont accès aux radios libres. Et ce disque, paf, 700 000 albums vendus. Adios à mort qu'on écoute. C'était fou, c'était fou. Je ne suis plus malheureux. Non, je ne t'aime plus aussi peu. Et alors là, c'est reparti.
reparti de plus belle et après on ne vous a plus jamais arrêté. Oui, après ça s'est plus arrêté. Adios à mort, Aimé. Je rentre dans une maison de disques qui s'appelle Tréma, avec Sardou, Aznavour, Hervé Villard et Macias. Et à partir de là, première Olympia en 84. Normalement, je devais faire les Cocatrix, vous voulez que je fasse un week-end, puis une semaine. Et finalement, j'ai fait un mois complet d'Olympia. Et puis, j'ai fait 15 Olympias depuis. Et ce sera le 16e d'ailleurs cette année, si tout va bien. Voilà. Et donc, voilà, ça s'est plus arrêté en fait. Aimer, on s'embrasse, on oublie tout. Mon cœur te dit je t'aime à l'italienne, l'amour s'en va, l'amour revient. Que des tubes. Rien d'énumération, ça fait du bien, c'est formidable. Que des tubes. Alors c'est drôle parce que finalement c'est grâce à l'émergence des radios libres que vous avez... Oui, exactement.